Le pourquoi de ce trade, je pense que, bon, il y a deux équipes. Côté New York, on est plutôt, à mon sens, sur des velléités sportives et une motivation sportive. On va en parler avec notamment cet intérêt également de remplacer Hartenstein, même si pas exactement avec le même profil. Mais là-dessus, c'est vachement intéressant. Et puis, côté Minnesota, je pense qu'on a un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois du sportif, mais aussi à la fois du financier. Et bon, c'est pas purement financier, hein. Il y a aussi il y a du sportif derrière, mais bref, c'est un peu un mélange des deux. C'est pas que genre on a un méga contrat, on le jette comme ça, on fait des économies. C'est pas que ça. Voilà, il y a certaines équipes parfois c'est ça. Je pense qu'il y a un peu ça, même en grande partie ça, un move financier, mais aussi avec un raisonnement derrière et aussi un plan sportif derrière, avec notamment Naz Reid. On va y arriver. Bon, et pour le coup, c'est vrai que ça, par rapport aux Wolves, on peut commencer par là. C'est un truc qu'on avait annoncé. Enfin, en tout cas, sur le Basket Lab, si vous avez écouté le bilan 2024, on en avait parlé avec Rafa, qui est non seulement fan des Wolves, mais analyste généraliste, et on avait parlé du cas à la fois Naz Reid et Karl Anthony Towns, et on décrivait un peu ça, on disait, je me souviens, on l'a dit littéralement, sans doute que le choix va se faire entre les deux dans les 6 prochains mois. Donc je m'attendais plutôt à une enchère d'ici le mois de février pour l'un ou l'autre, hein. Je ne voyais pas lequel des deux ils allaient vraiment sacrifier, parce que l'un est forcément un peu meilleur, mais avec un plus gros contrat, ou alors l'autre qui était un peu moins star pour l'instant, mais avec un attrait sur le marché beaucoup plus grand, parce que le contrat était plus petit. Donc on savait pas trop, avec Rafa l'été dernier, on savait pas trop dans quelle direction ça allait partir et vers lequel ils allaient trancher, mais ce qu'on avait dit, et ce dont on pouvait être sûr, c'est que ça allait tomber. Ça allait tomber dans les 6 prochains mois, c'est fait. Donc pour le coup, pour une fois, on a eu raison. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est que, d'une part, Naz Reid avait un contrat extrêmement intéressant. En termes de... Enfin, clairement, il avait commencé à surperformer par rapport à son contrat. Malheureusement, pas en termes de minutage, parce que il y avait Gobert, il y avait Towns, donc il n'avait pas tant de place que ça. Mais pour moi, on va y arriver, c'est un profil extrêmement intéressant qui peut totalement être titulaire dans une équipe NBA. Donc, il y a ça, mais surtout, c'est un mec qui, je pense, aurait été convoité largement. Donc, soit, en fait, vu qu'il était quasiment en fin de contrat, il avait une player option, mais soit il aurait pu ne pas prendre son option et donc être free agent l'été prochain. Donc, soit tu le perdais pour rien, soit sinon, plutôt que le perdre pour rien, tu l'aurais échangé en février. Donc, il y avait ça d'un côté. Et de l'autre côté, on avait aussi Towns. Et donc, si tu voulais un peu prolonger Naz Reid, pour le garder, il fallait un peu sacrifier Towns parce qu'avec son énorme contrat de 50 millions l'année, je crois, autour de ça, c'était un peu lui qui pouvait être, qui pouvait apporter cette flexibilité. C'est-à-dire qu'en termes de salaire et de construction d'équipe, je vais pas vous faire, on va pas rentrer dans les détails au dollar près, ça c'est pas du tout intéressant ce genre de technicalité, je trouve, mais on avait un peu ce truc que dans la structure de l'équipe et du salary cap tel qu'il est, on a le contrat d'Edwards, on va pas le bouger, on a le contrat de Gobert, il pourrait être renégocié l'été prochain. Bref, tout le monde avait été un peu prolongé. En gros, le seul fusible un peu qu'on pouvait faire sauter, parce que très très bon sportivement, mais peut-être pas indispensable comme un Edwards, par exemple, et avec un gros contrat, le seul moyen de bouger un peu, c'était ça. C'était Towns. Donc, c'était un peu pour ça qu'on avait dit, franchement, on se dirige probablement vers le choix de l'un ou l'autre. Hein. Soit on échange Naz Reid pour pas le perdre, soit on échange Towns et on se donne un peu d'air pour respirer, même si tu perds son aspect sportif. Et donc voilà, c'est ce qui a été fait. C'est enfin ce qui a été fait, enfin très tôt d'ailleurs. Je pensais que ça pourrait un peu traîner. Et bon, pour moi, il y a aussi plusieurs aspects à ce trade, au-delà de cette motivation un peu financière et stratégique. Déjà, il y a le fait que Naz Reid, à mon avis, a vraiment un top potentiel. Il faut se souvenir que Naz Reid, c'est un mec qui n'avait pas été drafté parce que, certaines imperfections de profil, il a énormément travaillé par rapport à son profil athlétique, notamment. C'était un peu un gros balourd un peu lent, si on caricature à l'époque, mais il est devenu beaucoup plus athlétique, beaucoup plus vif, beaucoup plus coordonné aussi. Le travail de coordination était assez génial. Et donc, ce qui fait qu'on a eu quelqu'un qui a été viable défensivement, alors que c'était pas du tout le cas à ses débuts en NBA. Mais surtout, pourquoi je dis ça, c'est qu'il a été non drafté, mais il avait un passif de lycéen superstar. Vous le savez, hein, j'ai déjà répété 2-3 fois sur le Basket Lab. Mais voilà, c'est un mec qui avait du ballon, un mec qui était grand et qui avait des skills. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus la réalisation de ce potentiel offensif en termes de toucher de balle pour sa taille, en termes de skills et de dribble pour sa taille. C'est également un phénomène. Bref, moi, je pense qu'on a affaire à un mec qui, d'ailleurs, je l'avais tweeté 2 jours avant le trade, c'est un mec qui, on peut totalement lui donner une équipe, à mon sens. Et bon, c'est pas sûr, hein, il faudrait quand même le passer au révélateur, voir, mais je pense qu'il fait partie de ces mecs, de ces backups qui sont la Rolls-Royce des backups, le luxe, le grand luxe des backups, et qui en fait, tu pourrais totalement faire la transition et lui donner un poste de titulaire à 35 000 par match, avoir son équipe, ça pourrait passer. Donc déjà, moi je pense que la motivation de se séparer de Towns, certes, c'est une perte sportive, mais tu le fais aussi parce que tu as cet intérêt-là.
Et à mon sens, il faut aussi le garder en tête. Parce que, vraiment, j'insiste, mais pour moi, c'est pas que un move financier. C'est pas 100% financier. C'est pas, je sais pas, on va prendre d'autres exemples, hein, mais je sais pas qui est-ce qu'on pourrait prendre d'ailleurs, mais voilà, James Harden à l'époque, Harden, c'est clairement un move financier. On n'a pas envie de payer la luxury tax, on le dégage, même alors que il y a pas vraiment une contrepartie qui est incroyable, il y a pas d'urgence en plus de faire le trade, c'est vraiment non, on le dégage pour pas payer la taxe. Ok, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer. En général, quand vous voyez autour de la trade deadline ou l'été des trades qui n'ont pas de sens, où il n'y a pas vraiment de contrepartie, c'est financier. Voilà, c'est le proprio qui veut pas dépenser d'argent, donc on dit non, tu fais cet échange. Là, j'insiste, c'est pas que ça. Je pense pas. Je pense que derrière, il y a aussi cette vraie motivation sportive de, certes, on perd Karl Anthony Towns, mais c'est aussi pour avoir Naz Reid. Et parce qu'on a Naz Reid sous la main, et pour le faire un peu éclore, pour le coup, le faire éclore dans un plus grand rôle et un plus grand statut. Donc, en un sens, je sais pas si vous voyez, mais il y a un peu ce côté de, certes, on perd Towns, mais la perte est peut-être pas aussi sèche, peut-être pas aussi grande que ce que certains peuvent le penser, parce que nous, les Timberwolves, on sait qu'on a Naz Reid, et on sait que probablement, on a confiance sur le fait que, bah oui, lui va pouvoir aussi prendre en ampleur et prendre un peu ce rôle-là. Donc je pense que déjà, il y a cette motivation sportive. C'est un mec qui, en plus, a un profil très, très équilibré finalement entre Gobert qui était 100% défense et de l'autre côté, Towns qui était 100% attaque. Je caricature beaucoup, hein, vous avez compris. Mais c'est vrai que lui présentait un peu ce profil un peu hybride entre les deux, de à la fois attaque, un peu spacing, enfin pas mal de spacing comparé à Gobert, mais surtout des qualités de dribbleur dans le périmètre, donc du jeu de périmètre pour un pivot qui peut faire des drives, qui peut passer depuis un peu loin, et surtout donc aussi une viabilité défensive. Et je pense que en fait il faut un peu tout mélanger. Clairement, à mon avis, il y a un peu cet effet de non seulement on fait des économies, mais en plus on pense que Naz Reid peut éclore offensivement avec un plus gros volume, et en plus on présenterait également une équipe avec une viabilité défensive bien plus grande qu'avec Towns. Parce que je pense que, enfin je suis sûr, c'est pas je pense, mais Naz Reid a montré des séquences défensives et des aptitudes défensives bien supérieures à celles de Towns, qui était un peu la limite défensive de cet effectif. Alors oui, il a bien défendu sur Jokic, ok. Mais je veux dire, c'était aussi une des limites de flexibilité et de schéma, flexibilité schématique, on peut dire, par rapport aux Wolves. C'est cet aspect, il pouvait pas switcher. Donc on a vu notamment la série contre les Mavericks après Denver, mais contre les Mavericks, tout part de là. On peut pas switcher, donc on est obligé de garder Gobert en drop, donc on se fait ouvrir le drop parce que le drop c'est impossible à gérer contre Doncic, etc., etc. Tout ça part aussi du fait que Towns ne peut pas switcher, alors que derrière vous avez Boston, Boston le poste 4 il peut switcher, Tatum, il y a pas de problème, donc on switch. Et donc Porzingis n'est pas mis à ce point mal comme c'était le cas pour Gobert. Bref, fermons la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que Naz Reid, c'est peut-être pas un all defense, il y a une viabilité défensive qui est très différente, un profil qui est très différent. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi cette motivation de la viabilité défensive de l'effectif au global. Et puis, très, très basiquement, il y a aussi un rapport qualité-prix qui, à mon sens, est assez évident. Même si on met de côté un peu moins mon aspect et mes très grands espoirs sur, je pense, Naz Reid qui peut se développer en titulaire NBA, voire même à la titiller un niveau All-Star, à mon sens, mais ne faisons pas 40 minutes sur lui aujourd'hui. Mais au-delà de ça, même si on met ça de côté, je pense tout de même que, ok, Towns reste un meilleur joueur à l'heure actuelle, mais par contre, le rapport qualité-prix est incroyablement du côté Naz Reid, et bien plus côté Naz Reid que côté Towns. Non pas sur le niveau, mais sur le rapport niveau-prix, qualité-prix, il n'y a pas photo. Il n'y a pas du tout photo. Donc, si on rajoute à ça le fait que les Wolves pensent qu'il peut monter en gamme et devenir titulaire, bon, le choix est assez vite fait finalement. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et puis également, l'autre aspect que j'ai pas dit, c'est que avec ce trade, non seulement tu prends un peu, tu respires un peu en termes de salaire. Alors, salaire, quand on dit respirer, c'est pas non plus passer sous la luxury tax, hein. C'est juste passer en dessous du second apron. Donc la deuxième limite à pas dépasser. Il y a le budget salarial. Le premier apron, c'est déjà tu dépasses un peu. Et le deuxième, c'est la deuxième limite à pas dépasser. Tu peux le dépasser, mais si tu es au-dessus, tu as beaucoup de taxes, tu as beaucoup de limites, tu as des punitions en termes de choix de draft, en termes de qui est-ce que tu peux échanger ou pas échanger, etc. etc. Donc voilà, il y a un aspect de... Tu te donnes un peu d'air avec cet échange, avec Towns, en moins, pas au point de descendre sous la luxury tax ou sur le budget salarial, mais au moins tu descends et tu n'es plus autant dans le second apron, déjà. Et puis deuxièmement, oui, surtout, en fait, tu vas pouvoir prolonger Naz Reid. Et c'est aussi là-dessus que je pense qu'il faut lire et voir cet échange, et voir aussi à quel point c'est aussi une marque de confiance, à mon sens, en Naz Reid. Parce que, en fait, en l'état, tu n'aurais pas pu prolonger Naz Reid si tu avais gardé Towns.
soit t'aurais pas pu du tout, soit sinon, c'est vrai que bon, je crois qu'ils ont un peu ces droits par rapport au fait que c'est un joueur formé chez eux et qui est resté un peu longtemps, donc ils auraient pu dépasser, mais bref, ils auraient été dans le second apron beaucoup trop, et en général, voilà, les propriétaires, ils aiment pas trop ça, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça que ça permet, c'est de prolonger Nasrid, qui, encore une fois, qui était en fin de contrat quasiment, puisqu'il avait une player option pour l'été prochain, donc a priori un joueur à cet âge-là et à ce salaire-là, il commençait un peu, largement à dépasser la valeur. Sportivement, il valait plus que ce contrat-là, donc il aurait été free agent. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et donc voilà, prolonger Nasrid, maintenant, c'est possible et ça va se faire. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons, je pense qu'en fait ce trade s'est fait et que voilà les motivations un peu pour les Wolves, à mon sens. C'est ok, Towns c'est un meilleur joueur, mais le rapport qualité-prix c'est pas le même. En plus, Nasrid peut exploser offensivement, nous on pense. En plus, il y a cette viabilité défensive. En plus, on va pouvoir le prolonger plutôt que le perdre. Donc voilà, c'est vraiment un tout par rapport à cette situation. Et je répète, mais les Wolves étaient quand même blindés en termes de talent, ok, mais surtout en termes de salary cap. Et bah voilà, ça fait quand même quelques mois qu'on le répétait. Le seul fusible qui semble assez évident à faire péter, c'était celui-ci en fait. Et le seul moyen un peu d'avoir un peu un bol d'air frais, c'était ça. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans l'échange. Il y a aussi d'autres éléments, d'autres atouts. Au-delà de ce duel un peu Nasrid Karl Anthony Towns, il y a également le fait que, d'ailleurs, tu reçois Dante DiVincenzo également. Et je pense que c'est un joueur assez sous-coté. Je trouve, d'ailleurs, on en parle assez peu de DiVincenzo dans ce trade, j'ai l'impression. Donc c'est quand même un super ajout d'un mec qui est titulaire NBA, qui joue 35 minutes en playoff l'an dernier, qui est un shooter, qui peut, plug and play excellent. Donc c'est quand même un sacré ajout. Non seulement t'as ça, en plus tu reçois aussi Julius Randle, on va en parler, mais Randle qui est lui aussi quasiment en fin de contrat parce qu'il a une année à 28 millions, donc c'est pas 50, 28. Bref, il a une année à 28 qui peut être échangée. Et ensuite une player option pour l'an prochain à 31. Mais là encore, est-ce qu'à son âge, en plus, on arrive en fin de prime, il y a des blessures, je pense que c'est probable qu'il ne prenne pas son option pour prolonger plus cher. Donc bref, DiVincenzo, Randle et un choix de Détroit en plus dans ce package. Choix de Détroit, un choix des Pistons protégé 1-13 d'après ce que j'ai lu, donc c'est pas non plus sûr que ça vienne, parce que si les Pistons sont nuls, il sera entre le 1 et 13 ce choix-là. Mais voilà un peu pour le trade et pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle motivation. Bon, restons un peu sur Minnesota. Maintenant, passons à l'aspect un peu sportif de quel est un peu l'intérêt derrière ça. On a un peu commencé à parler de Nasrid, mais justement, pour ceux qui arrivent, Nasrid va prendre un peu un volume, mais pour les joueurs qui arrivent, je pense que DiVincenzo, comme je commençais un peu à le dire, c'est un peu un ajout sous-côté, à mon sens, même largement sous-côté, parce que voilà, c'est un mec qui est quand même assez incroyable par rapport on parlait de rapport qualité-prix, là encore, déjà on a un mec qui est sous contrat pendant 3 ans, 11 millions l'année, 12 millions ensuite et 12 millions l'année encore après, donc à mon sens, on a un joueur qui est calibre titulaire, je sais pas s'il le sera, mais calibre 30 minutes par match, qui va être payé en fait, je vais pas dire une misère, mais quand même pas très cher pour le nouveau salary cap, donc déjà il y a cet intérêt sur le rapport qualité-prix, premièrement. Et en plus, c'est vrai que sportivement, c'est un mec qui est fabuleux sportivement, parce que c'est un connecteur, comme on dit souvent. Donc connecteur, c'est pas le mec qui va créer le décalage, mais qui va l'amplifier. C'est pas le créateur du décalage en amont de l'action, au début de l'action. C'est pas lui qui va initier l'attaque, mais une fois que le décalage est créé, il peut le faire vivre, il peut l'amplifier, il peut le prolonger, donc c'est-à-dire avec du passing, avec du mouvement, du genre, il y a mon défenseur qui vient aider, je cut dans le dos et puis je fais l'extra passe, etc. Donc tout cet aspect de apporter du liant à l'attaque, cet aspect de connecting, c'est un des meilleurs de NBA, DiVincenzo. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, dans une équipe qui manquait de spacing, un shoot d'élite. Bon, vous me direz, c'est un peu bête parce que finalement ils perdent Towns. Oui, d'accord. Mais en attendant, en termes de shoot, DiVincenzo, c'est pas mal aussi, quoi. DiVincenzo, c'est quand même un excellent shooter. Je crois que j'avais les chiffres, mais on est sur plus de 40%. 40% sur 7 tentatives par match depuis 2023 et 2024. Voilà, depuis 2 ans, on est sur un mec qui était à 40% sur 7 tentatives par match. Donc, voilà, shooter d'élite, à mon sens, ça ne remplace pas Towns, mais c'est quand même un super ajout de shoot, à mon sens. D'autant que, de l'autre côté, c'est pas comme si tu perdais un shooter complet. Je pense que Nasrid va pouvoir un peu combler avec un peu de spacing. Il peut le faire un peu, pas au volume de Towns, il peut le faire un peu, donc voilà. Bref, donc connecting pour DiVincenzo, shoot d'élite, rentabilité, la défense au point d'attaque aussi. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup parce que c'est un mec qui ne va pas pouvoir défendre forcément des postes 3-4 non plus. C'est pas un mec qui va être génial sur Switch, mais en termes de défense du point d'attaque, donc des postes 1-2, voire certains 3, la défense en premier rideau, peut-être on peut l'appeler, c'est un mec qui est excellentissime.
Déjà, c'est quelqu'un qui, à l'époque de Milwaukee, était très bon dans ce qu'on appelait voilà, les fameux systèmes en drop de Milwaukee, avec Brook Lopez qui restait très bas. Pourquoi est-ce que ça marchait? C'est parce que tu avais des mecs en premier rideau, donc à l'époque Eric Bledsoe, ensuite ça a été Jrue Holiday, et donc DiVincenzo faisait partie de ça, Pat Connaughton. Des mecs qui, en fait, vu que Lopez est bas et laisse beaucoup d'espace sur le drop, beaucoup d'espace en sortie de l'écran, il faut que le mec qui doit traverser l'écran revienne assez vite. Donc, DiVincenzo faisait aussi partie de cette escouade de défenseurs des Bucks qui était excellentissime pour traverser l'écran et pour faire le contest dans le rétroviseur, comme on dit, donc le rear view contest, pour finalement permettre que le drop marche. Donc voilà, défense au point d'attaque d'élite, mobilité, alors peut-être pas longueur de bras d'élite, peut-être pas puissance d'élite, mais tout de même un fantastique, quoique fantastique, peut-être pas. On va dire que c'est un 8 sur 10. C'est pas un 10 sur 10, c'est pas Jalen Suggs pour moi, c'est pas l'élite de l'élite, c'est pas un Caruso, c'est pas ce genre de mec, mais c'est un mec qui est très bon en défense au point d'attaque. Et à mon sens, c'est hyper intéressant parce que en termes de structure d'équipe, c'est un profil hyper intéressant. Et pour ça, je peux vous donner un peu l'exemple de, prenons le Miami Heat de LeBron James. Qui est-ce qu'on avait sur le terrain? On avait LeBron James en poste 3, entre guillemets, et Dwayne Wade, ok, en poste 2. Et puis en poste 1, on avait aussi Mario Chalmers. Ou alors, on prend le modèle James Harden Rockets, on avait James Harden poste 2, entre guillemets, et à côté, on avait Patrick Beverley. Et pourquoi je parle de ça, c'est que, on le sait, hein, la star Wolves, ça va être Anthony Edwards. Et bon, pour l'instant, on a un peu Mike Conley à côté, mais déjà, premièrement, Mike Conley fait pas 48 minutes, déjà, et puis deuxièmement, est-ce qu'on a encore de très bonnes années de Mike Conley? On peut se poser un peu la question, à mon sens. Mais bref, pour moi, il y a un peu ce modèle où on peut totalement avoir un peu en dépositaire du jeu, en initiateur de l'attaque, en créateur de décalage, Anthony Edwards. Et à côté, tu mets un mec qui est juste un petit, parce que défensivement, tu as besoin d'un mec qui a cette taille-là, grosso modo. Et puis un mec qui shoot. Et puis, c'est pas grave si c'est pas, entre guillemets, un meneur, d'ailleurs, c'est pas du tout un meneur, mais que t'as pas un meneur qui crée l'attaque, en fait. Un peu ce modèle, voilà, je caricature un peu exprès, vous avez compris, mais un peu Patrick Beverley à côté de James Harden, on s'en fiche de la création de Beverley. Donc, je pense qu'il y a un peu cet aspect-là aussi de, c'est tellement un bon défenseur au point d'attaque, et en plus, un excellent shooter à 3 points que, ok, on va pouvoir avoir des séquences un peu traditionnelles, Mike Conley à côté d'Edwards, ou alors Mike Conley tout seul, le piquer dans la Gobert, etc., etc. Et puis, il y a aussi cet aspect de, il peut s'insérer totalement à la rotation du back courte, en shooter à côté d'Edwards, entre guillemets, donc en meneur, en poste 1 si vous voulez, mais c'est pas lui le meneur, quoi, grosso modo. Ou alors, on a aussi le jeune Rob Dillingham qui a été drafté. D'ailleurs, ils ont payé un plutôt bon prix pour l'avoir. Ils ont payé un tour de draft, je crois, pour avoir Dillingham, qui va essayer de développer. Bon, Dillingham est encore très jeune, mais dans l'idée, en fait, il fit avec tout le monde, DiVincenzo. Il fit avec Mike Conley, même si ça fait un bas court un peu petit, mais il fit à côté de Dillingham en tant que shooter off-ball. Il fit avec Mike Conley, qui est le créateur, il peut se mettre off-ball. Il fit avec Dillingham également, ou avec Edwards également. Donc voilà, c'est un peu le plug and play parfait, quoi. C'est qu'importe ton bas court, ou alors même ton bas court, les postes 1, 2, 1, 2, 3, qu'importe, DiVincenzo peut être là-dedans. Voilà, parce que shoot d'élite, parce que jeu off-ball, parce que cut, parce que passing, parce que liant, parce que connecting, et parce que défense aussi. Parce que défense. Et même, je vais dire, en un sens, j'avoue que je suis très très rassuré d'avoir DiVincenzo, plutôt que si on avait dû faire une saison avec soit le jeune Dillingham, et c'est pas impossible que ça marche pas du tout, notamment défensivement, en année numéro 1, ok, et que l'autre côté, c'est soit, à l'inverse du spectre, c'était Mike Conley, 37-38 ans, et que ça peut arriver à un déclin un peu soudain, et d'un coup la défense est plus là, quoi. Donc voilà, c'est génial, je trouve, d'avoir DiVincenzo, parce que c'est le mec parfait qui peut être n'importe où sur le backcourt, n'importe quel rôle et à côté de n'importe qui, avec donc cet aspect de polyvalence de profil, et donc c'est un mec qui sportivement est génial, et en plus, niveau salaire, c'est génial. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est génial, en termes de, 11 millions, 12 millions, 12 millions sur encore 3 ans, c'est assez incroyable comme contrat. Donc excellente pioche côté Timberwolves, pour le coup, parce que tu rajoutes un mec dans l'effectif où tu perds Towns, mais il est remplacé par un mec qui est déjà dans l'effectif, à mon avis, Naz Reid, et en plus tu rajoutes également quelqu'un qui va apporter de la qualité, de la profondeur, une belle profondeur dans le bas court, et qui d'ailleurs a joué 35 minutes par match, je crois que j'ai déjà dit, mais a déjà joué titulaire un gros temps de jeu sur les derniers playoffs. Donc, c'est pas un joueur gadget. Je pense pas que c'est le soit, en tout cas. Je pense que c'est un mec qui, si tu lui demandes de jouer 30-35 minutes par match, en playoff ou en saison régulière, il peut le faire. Donc, on a vraiment affaire à un mec qui est de ce calibre-là, qui pour moi est calibre top 100. D'ailleurs, il est dans notre top 100. Vous allez voir qu'il arrive très bientôt.
Donc voilà un peu pour cet aspect-là. Et puis après, il y a la question de Julius Randle. Et je pense que c'est important de l'aborder et de détailler un peu qu'est-ce qu'il en est de Julius Randle. Moi, très clairement, je pense que le plan n'est pas du tout de le garder. Voilà, assez nettement, je pense que le plan, c'est pas du tout de remplacer Towns par Randle. D'ailleurs, de manière assez logique et assez triviale, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire, quoique, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, moi, ça me paraît assez trivial de dire que le fit est quand même moins bon avec Randle qu'avec Towns, ne serait-ce que pour la question du shoot et du spacing. Voilà, je pense que Randle a aussi d'autres qualités, mais on va dire que dans cette équipe des Wolves, qui avait déjà de la création, qui a déjà des joueurs établis, bon, bah finalement, la création de Randle est moins importante, et en termes de fit, si on fait vraiment du 1 pour 1, bah oui, on est tous d'accord pour dire que Towns, ça fitait mieux, ça apportait de l'espace, du spacing que ne peut pas faire Randle. Ok. Mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est pas un échange à avoir en 1 contre 1, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à parler de Naz Reid, parce que pour moi, le plan c'est Naz Reid. Je peux me tromper, et ce sera peut-être pas à court terme, à très court terme, mais je pense que le plan, c'est Naz Reid. Si on a échangé Towns, c'est pas pour Randle, c'est pour Naz Reid. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec Randle? Il y a un peu en tout cas, moi, c'est mon avis. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, et d'ailleurs, je suis pas forcément juste. Mais je pense que le plan, c'est pas forcément de l'avoir long terme, voire même court terme. Et d'ailleurs, c'est un peu rigolo parce que j'ai souvent fait le parallèle l'an dernier entre les deux équipes, entre les Wolves et les Knicks, et notamment parce qu'il y avait un peu ce point commun qui était Randle et Towns. Et c'était rigolo parce que il y a un peu ce truc où c'est pas forcément le créateur majeur de l'équipe, mais les deux avaient un peu cet aspect de un peu de scoring, mais surtout un peu de création secondaire, un peu le poste 4 qui peut attaquer des mismatchs, à la fois Towns et Randle dans ces équipes des Wolves et des Knicks, plus un peu de passing, enfin bref, beaucoup de similarités, et j'ai fait le lien, le parallèle pas mal de fois l'an dernier, même si certains n'étaient pas d'accord, mais c'est marrant de voir qu'aujourd'hui ils sont échangés l'un contre l'autre. Mais c'est vrai que malgré tout, bon, essayons un peu de voir les options. Premièrement, on peut le garder. Ok, mais même si on le garde, c'est pas pour du long terme, même pas pour du moyen terme, je pense. Ou alors on l'échange. Et quel est un peu l'avantage d'avoir Randle, c'est que, déjà, premièrement, le fait d'échanger Towns a permis de pourquoi pas mettre en avant Naz Reid, de le prolonger également, ça c'est une part hyper importante. D'avoir aussi DiVincenzo, on a bien développé à quel point c'était un joueur intéressant, notamment dans ce contexte-là. Donc ok, mais surtout, en fait, on a aussi échangé en un sens notre poste 4. On est passé d'un poste 4 qui était payé plus de 50 millions l'année, donc contrat assez volumineux et qui est pas top à échanger, pas facile en tout cas, à un mec qui aujourd'hui est à 28. Voilà. De Randle, pour refaire un peu le topo niveau contrat, il est à 28 cette année et une player option pour l'an prochain. Mais d'ailleurs, je crois qu'on l'a déjà dit. Mais donc techniquement, il pourrait être en fin de contrat l'été prochain s'il choisit de ne pas prendre son option. Mais surtout, on a parlé de salary cap, on a parlé du fait que les Wolves payent beaucoup de taxes, ils sont même au-dessus du second apron, en tout cas ils l'étaient. Voilà, on a cet aspect de, finalement, ça donne en flexibilité. Échanger le contrat de Randle, ça serait plus facile que l'énorme contrat de Towns. Et au pire, si tu n'arrives pas à l'échanger, de toute façon, c'est pas un contrat long terme. Et de toute façon, je pense également que on se dirige vers une fin de contrat l'an prochain. Alors, à moins que l'année soit catastrophique, qu'il soit blessé, qu'il soit pas bon, là, peut-être qu'il préférera garder l'option pour dire, moi j'ai quand même mon salaire et je suis pas sûr de trouver mieux sur le marché. Mais a priori, un mec qui a son âge, qui a été drafté il y a plus de 10 ans maintenant, on va commencer à approcher des pires années, je sais pas, mais on n'est plus totalement dans son prime. Voilà, le cas classique en général, c'est je prends pas mon contrat, je prends pas ma dernière année pour re-signer pour un montant total plus grand. C'est un peu maintenant ou jamais. C'est pas à 35 ans qu'on va se mettre à signer pour 5 ans, 30 millions l'année. Non. Donc je pense que réalistiquement, c'est soit on le garde pour du court terme, soit on arrive à l'échanger, et c'est quand même plus facile à échanger ce contrat-là, soit sinon, au pire, on est sur une fin de contrat, ou au pire du pire, c'est encore 2 ans. Mais bon, ça j'y crois pas trop au fait qu'il prenne son option. Et donc, détaillons un peu, soit on arrive à l'échanger d'ici le mois de février, et on peut l'échanger ces 28 millions contre un role player, un top role player, ou 2 d'ailleurs. Et là, je pense notamment, on peut parler de Dorian Finney-Smith. Voilà, un top ailier 3&D. Le 3, il faut le dire vite, en termes de... Ça shoot pas beaucoup en mouvement, mais c'est quand même viable, on l'a vu en playoff, donc ça pourrait aider largement des Wolves, si tu arrives à échanger du Finney-Smith contre du Randle en termes de contrat. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais tu peux aussi échanger Randle contre moins de salaire qui rentre, et ça permettrait de respirer un peu plus. Donc par exemple, tu échanges les 28 de Randle contre un mec ou un package qui est seulement à 25, seulement à 22, à 21. Voilà.
Donc ça te laisse un peu de marge de manœuvre pour respirer. Donc Finney Smith, je pense aussi à Cam Johnson qui va être pas mal convoité sur le marché. Cam Johnson, bon, les Wolves ont besoin de shoot. Donc là encore, un joueur qui est viable en playoff, assez viable défensivement et qui apporte ce shoot. En plus, ce serait rigolo parce que je sais pas si vous vous souvenez, Cam Johnson à la base, c'est un choix, je crois, des Wolves. Et c'est l'échange Jared Culver. L'échange de pick numéro 6, pick numéro 11, un truc comme ça. Enfin bref, il y a une histoire derrière. Je crois qu'à la base, les Wolves ont échangé le pick qui a donné Cam Johnson pour avoir Jared Culver. Donc voilà. Mais je pense aussi à un mec comme Bruce Brown. Pourquoi pas Bruce Brown? Je crois qu'il est autour des 20 millions pour l'an prochain. Il est en fin de contrat. Toronto va vouloir l'échanger désormais qu'il est en fin de contrat. Donc pourquoi pas imaginer ça? Franchement, on peut avoir un scénario où on se sert du contrat de Randle. Bon, t'es sympa, mais on n'a pas trop besoin de toi. On t'échange contre des vrais atouts pour les playoffs. Finney Smith, Cam Johnson, Bruce Brown, j'en oublie sans doute. Il y en aura sans doute qui vont devenir disponibles d'ici là. Ok. Soit sinon on le garde pour 2025 et on l'utilise en fait finalement en créateur un peu secondaire. C'est-à-dire plus forcément star comme il a pu être à une époque, plus forcément le centre du projet. C'est pas ça le projet à mon sens, mais plutôt en termes de création secondaire, créateur secondaire. C'est-à-dire que la première équipe, tu auras toujours Edwards et Mike Conley, notamment, un peu pour l'identité de l'attaque principale. Et puis, derrière, un peu comme Onyx, d'ailleurs. Un peu comme Onyx, où il y avait d'abord Brunson et d'abord les pick and roll en principal. Et puis ensuite, Randle était ce créateur secondaire. Je pense qu'on peut imaginer aussi un peu la même chose côté Wolves cette année, avec peut-être encore un statut un peu moindre de ce qu'il a connu Onyx, parce que voilà, l'équipe est pas pareille non plus, et que peut-être on va lui donner un rôle encore plus réduit qu'il a pu avoir Onyx, ou tout de même, c'était le deuxième, mais quand même un deuxième star, on va dire. Donc, j'ai pas de mal non plus à imaginer un scénario où on l'utilise pour ça. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ce côté, on peut cibler, enfin, c'est un mec qui peut créer, et ça c'est bien, et c'est pas forcément quelque chose qu'on avait côté Wolves, donc c'est bien d'avoir ça, un mec qui peut créer un peu pour lui, mais qui peut surtout créer pour autrui, avec cet aspect de il va cibler des mismatchs au poste, et quand ça vient faire des prises à deux, il peut passer et donc créer du jeu comme ça, comme il a fait Onyx d'ailleurs. Donc on a cet aspect-là. Après, de là à dire qui sera titulaire, qui sera remplaçant, je sais pas trop. Moi, je pense que le plan, c'est d'avoir Naz Reid, mais peut-être aussi qu'on aura beaucoup de minutes pour Randle dès le début ou au début. Peut-être qu'on aura une rotation. Enfin voilà, on aura peut-être une rotation à 3 pour 2025 avec Gobert, Naz Reid et Julius Randle. Voilà, c'est pas impossible non plus. Et à mon sens, l'intérêt, ce serait plutôt de l'utiliser avec la seconde unité, avec les remplaçants, parce que il apporte cette création de haut niveau pour des standards de remplaçants qui peut être très très utile. Et en plus, tu n'as pas une redondance de non-shooter, en fait, si tu ne le mets pas titulaire. Voilà, clairement, s'il joue avec les titulaires, c'est du spacing que t'as pas, et donc c'est pas viable, hein. C'est pas viable du tout. Gobert avec Randle, ok. Par contre, c'est vrai que si t'arrives pas à l'échanger de suite ou en février, tu peux le garder, mais dans un rôle un peu plus spécifique. Donc un peu plus réduit, et un peu plus créateur de la seconde unité, plutôt que avec les titulaires où il pénalise un peu trop le spacing. Et puis en plus, d'ailleurs, s'il est créateur de l'attaque, créateur un peu secondaire, s'il a la balle, il ne fait pas partie du spacing. Forcément. Et donc il peut être en tête de raquette, un peu comme Bam Adebayo, hein, par exemple. Bam, il a la balle en tête de raquette ou à 3 points dans des 5 out, dans des systèmes en delay. Bon, vu qu'il a la balle dans le périmètre, il fait pas partie du spacing. Donc son manque de shooting n'est pas pénalisant, pardon. Donc c'est un peu pareil, c'est un peu l'idée aussi avec Randle. Quand tu l'utilises sur le parquet, il vaut mieux qu'il ait la balle. Comme ça, il n'est pas utilisé off-ball et il n'est pas utilisé en tant que non-shooter qui pénalise un peu l'espace. Donc voilà, je pense qu'on a ça parce que, en vérité, le fit n'est pas bon. Si on projette un peu le Randle star à haut volume des Knicks de certaines années aux Knicks, on le projette, on dit ça va être lui le poste titulaire à 35 minutes par match à la place de Towns. Non, je pense pas parce que je pense pas que ce soit le projet en termes de financiers, en termes de structure d'équipe et de construction d'équipe. Et je pense pas que ce soit viable en fait. Déjà que les Wolves avaient des problèmes de spacing, je ne pense pas que ça soit faisable. Donc, à mon sens, c'est ça. C'est bon, on pourrait le garder si on n'arrive pas à l'échanger, mais d'abord le plan serait peut-être de l'échanger, je pense. Soit en février, soit avant, même soit maintenant. Et en plus, avec ce truc de le joueur n'est pas si fabuleux que ça, mais il reste tout de même, à mon sens, intéressant. Et en plus, le contrat est pas mal. Parce que c'est probablement un contrat finissant. Donc forcément, pour un joueur, on va dire, imparfait, le fait que ce soit un contrat court et même possiblement juste une location pour quelques mois et que le mec devient free agent l'été prochain, tu peux un peu plus trouver des deals en fait.
À l'inverse, il y a qu'à voir, regardez Zach LaVine, qui avait 50 contrats, ou même encore aujourd'hui 4 ans. Bon, ben, les gens sont pas trop chauds parce qu'ils se disent, non seulement il est surpayé, mais il est surpayé pour 5 ans. Donc, c'est un peu, non, on n'a pas envie. Alors que là, bon, ben, le joueur est un peu imparfait, ok, mais tout de même, je pense qu'il reste intéressant, notamment dans certains contextes. Mais en plus, le fait qu'il c'est un petit contrat, ça peut faciliter largement le fait qu'on arrive à trouver un preneur pour très bientôt. Et notamment, c'est vrai que moi, il y a une piste qui m'intéresse pas mal. Une piste assez intéressante, je trouve, ce serait Miami. Miami, je trouve que le fit est pas parfait, mais de toute façon, il n'y a pas de fit parfait, hein, je trouve, avec Randle, parce que voilà, c'est pas un créateur de volume et de niveau superstar, donc il n'aura pas tous les ballons, et donc forcément, quand il n'aura pas tous les ballons, bah, il devra jouer un peu off-ball parfois, donc bref. Donc c'est pas parfait, il n'y aura jamais un fit parfait, mais j'avoue que Miami, ça m'intriguerait pas mal, modulo et malgré le côté redondance de non-spacing entre Bam et Randle, mais c'est vrai que Miami, c'est une équipe qui manque de création offensive. Donc ça, c'est un truc que Randle pourrait apporter pas mal. Ne serait-ce qu'avoir un mec qui sait créer, en fait. Hein. On avait parlé beaucoup avec Miami déjà dans les bilans, mais c'est un peu ce qui manque. Et c'est aussi pour ça que Tyler Hero a été mis autant sur le devant de la scène, peut-être un peu trop. C'est que c'est pas un créateur star. Donc voilà, moi, cet aspect de création secondaire, voire parfois un peu primaire, dans certains cas avec Randle, ça ferait du bien à Miami. En plus, défensivement, c'est un mec qui peut totalement s'intégrer dans des systèmes en switch et des défenses très dynamiques comme on a à Miami, donc ça, c'est pas mal. Et en plus, comme on l'a dit aussi, le contrat est très court, donc c'est possiblement juste pour du très court terme et pour une location. Donc l'option Miami me paraît pas si folle que ça. C'est pas parfait, hein, évidemment. Je pense que si vous êtes Miami, vous dites, non, le manque de spacing par rapport à Bam. Oui, mais l'idée, c'est un peu de décaler les minutes. C'est d'avoir d'abord Bam et Butler, et puis quand ça sort, on a un peu Randle. Bon, bref, c'est une piste comme une autre. C'est pas parfait, mais ça peut s'envisager. Sinon, pourquoi pas... Alors attention, pourquoi pas un Détroit ? Apparemment, ils veulent être compétitifs, ils veulent gagner des matchs. Ils ont pris Tobias Harris, alors que le fit est pas forcément top. Bon, ben voilà, Détroit, je dis pas que c'est bien. Je dis pas du tout que c'est bien. Mais je dis que j'arrive à voir le front office des Pistons qui s'auto-convainc qu'il faut être compétitif et qui va chercher un mec qui est pas parfait, mais qui peut aider à être bon, à être compétitif. Bon, en plus, ce serait pas étonnant parce que c'est encore un non-shooter, donc ça ferait, on le rajouterait à ce pauvre Kate Cunningham qui n'a toujours pas de spacing. Bon, je sais pas, hein, il y a des pistes comme ça, on va pas toutes les faire, mais sinon, il y a de l'autre côté l'option un peu, le balancer dans une mauvaise équipe, mais en y attachant un asset ou deux. D'ailleurs, pourquoi pas ce pic des Pistons, hein, pour le coup. Mais donc, c'est Randle plus un asset, un choix de draft futur ou celui des Pistons, ou un jeune, éventuellement. On attache tout ça et on le donne soit à Chicago, soit à Washington, soit Utah, soit Charlotte, voilà, ce genre de destination, possiblement, qui accepterait d'encaisser le contrat de Randle juste pour avoir un asset en retour. Donc, ça reste aussi une possibilité, hein, de juste un salary dump en cours d'année si les Wolves y arrivent, parce que ça ferait un peu respirer. On l'a déjà dit, ils sont quand même assez blindés, donc il y a besoin un peu de respirer, de flexibilité pour pas payer trop de taxes, hein, parce que c'est un peu le truc avec ces équipes dans le second apron ou pas loin, ou qui vont y aller parce qu'ils vont prolonger un tel ou un tel, c'est que il y a des taxes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un peu dommage tout de même. C'est toujours très dommage quand on voit que le nouveau CBA force en fait et empêche certaines équipes d'avoir une certaine continuité, parce que je rappelle, hein, que le nouveau CBA, c'est là que donc depuis un an sont apparues ces notions de premier apron et second apron, donc des limites de plus en plus punitives qu'on n'avait pas du tout avant. Et donc, notamment ce qu'on avait avant, on l'avait bien expliqué avec Antoine Tartrou, dès que le nouveau CBA avait été sorti, on avait expliqué de suite, on a fait un podcast pour expliquer qu'est-ce qu'il en était. Voilà, on avait aussi des Golden State ou des Clippers qui à l'époque dépassaient le salary cap allègrement et payaient plein de taxes et même d'immenses taxes, mais avec ce truc de c'est pas grave, tant pis, on paye, mais on se permet de dépasser beaucoup le salary cap. Et ça, c'est vrai que le nouveau CBA est passé par là, et disons que les proprios, c'est pas des gens qui aiment beaucoup dépenser, paradoxalement, en tout cas, enfin paradoxalement ou pas, hein, ça vous pensez ce que vous voulez, mais en tout cas de facto, on a des proprios qui aiment pas trop dépenser. Il y en a deux, Warriors et Clippers, qui dépensaient énormément. Ça a un peu embêté les autres. Ils ont fait cet accord collectif de non, on met des limites et comme ça on n'a pas le droit de faire comme faisaient les Warriors ou les Clippers, de dire c'est pas grave, on dépasse de 50, 60, 70 millions le cap et puis tant pis. Non, le nouveau CBA avec ces fameux aprons, maintenant c'est en fait c'est trop punitif. Et donc tu ne peux pas être un nombre d'années consécutifs au-dessus de la limite, de la deuxième limite, parce que sinon on te retire tes choix de draft, on t'enlève, tu peux pas échanger certains joueurs ensemble dans un trade, etc. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce que ce nouveau CBA, en fait, il force un peu ce genre de décision.
ils forcent des Wolves à échanger Towns et pas à continuer en disant on garde Towns et on dépasse le cap en prolongeant Naz Reid et en prolongeant Nickel Alexander-Walker. Ça, tu peux pas. Tu peux pas et c'est dommage. Ça force aussi, pourquoi pas, les Pelicans à ne pas donner un méga contrat à Ingram. Ça force, enfin bref, il y a plein d'exemples qu'on pourrait trouver comme ça, mais voilà, je sais pas trop quoi penser de notre ami CJ McCollum, hein, qui est à la tête du syndicat et qui a accepté ce deal. Bon, c'est quand même un CBA qui est largement en faveur des propriétaires et surtout des propriétaires un peu radins. Disons-le. Mais bref, fin de la parenthèse là-dessus, c'est un peu dommage, mais tant qu'on est là-dessus et qu'on finit, après on passe à la partie Knicks, mais tant qu'on est là-dessus, également juste pour préciser, Naz Reid est à 14 millions cette année et une player option à 15 millions l'an prochain, mais comme dit, il va sans doute la refuser parce qu'il joue beaucoup mieux qu'un joueur à 15 millions l'année, surtout d'ailleurs s'il devient titulaire, ou même pas titulaire, mais s'il devient un joueur à 28-29 minutes par match qui sort du banc, je pense qu'il va vouloir beaucoup plus, donc c'est maintenant, il va faire un opt-out à mon sens et aller prolonger. Je serais assez curieux de savoir la somme. Et d'ailleurs, je serais assez curieux de voir quel peut être le timing aussi de la prolongation. Est-ce qu'on attend totalement l'année pour le prolonger, mais ça peut être à très haut prix parce qu'il a explosé? Est-ce qu'ils vont pouvoir un peu le prolonger avant? Je ne sais pas. Sachant aussi que notre ami Rudy Gobert, il y a aussi une question de timing par rapport à lui, puisque lui également a une player option pour l'an prochain. Donc, il y a aussi cette idée qui était un peu dans les cartons de soit on garde Randle et on restructure le contrat de Gobert, soit on arrive à faire partir Randle, et je pense que c'est ce qui va se passer, et on peut prolonger Naz Reid, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a aussi Gobert qui arrive un peu dans la même situation de une dernière année en 2025, plus une player option pour 2026, c'est pas impossible non plus que on ait un peu une refonte du secteur intérieur avec free agent l'été prochain, Naz Reid et Gobert qui, grosso modo, il est à 46 millions pour l'an prochain, il prendrait un peu moins d'un point de vue annuel, mais on lui proposerait un contrat beaucoup plus long. Donc pas seulement 1 an à 46 millions pour 2026, mais on te donne, 35, 30 sur encore 3-4 ans. Voilà, c'est ce genre de move auquel on pourrait s'attendre, de restructurer un peu le contrat. Surtout aussi que, autre élément important de l'équipe, c'est Nickel Alexander-Walker qui pourrait de nouveau prolonger, vu que les Wolves pourraient avoir plus d'espace, alors que avant ça, on l'avait dit dans les bilans 2024 cet été, c'était pas possible. Donc voilà un peu le mélange de intérêt sportif et intérêt financier côté Timberwolves. J'ai hâte de voir et je pense qu'il faudra suivre. C'est pas impossible qu'on garde un peu Randle pour un rôle un peu différent, mais c'est pas impossible non plus, à mon sens, qu'on arrive à l'échanger. Et je pense que vu son contrat, il y a moyen de faire un all-in si les Wolves sont prêts à mettre un tour de draft ou deux ou un jeune potentiellement dans l'équation. Il y a moyen, à mon sens, avec le contrat de Randle, d'aller chercher des top role players 3&D qui peuvent t'aider très concrètement à gagner le titre dès l'an prochain ou l'année d'après. Donc voilà, situation à suivre côté Timberwolves.